Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on vous retrouve dans un nouvel épisode où on va parler santé mentale. Et pour cela, on a avec nous Lise. Oui. Bonjour Lise. Bonjour Lise. Salut. Une invitée, et pas des moindres, elle est psychologue et amie. Et donc on s'est dit que ce serait hyper intéressant de faire un petit épisode avec toi pour parler d'un sujet finalement que tu connais bien. Carrément. C'est la psy en carton, non, j'y connais. Non, je sais pas pourquoi vous m'avez appelée. J'en profite pour m'excuser pour ma voix, je suis actuellement malade. Et oui, il n'y a pas que Gabriel qui est en malade. Bah, je l'ai peut-être refilé à tout le monde aussi. Ouais, hein, peut-être. Manon parle pour voir. Non. Voilà, donc désolé pour nos voix, on est un peu malade, on est un peu enrhumé, mais comme vous pouvez le voir, non, comme vous pouvez l'écouter. On est toujours là, toujours prête à vous divertir. Ou instruire, ou les deux. Ou les deux. Ça dépend. Du coup, moi j'ai une première question un peu générale. Mais du coup, pourquoi tu as voulu devenir psychologue ? En fait, je sais pas trop, mais j'ai toujours senti un rôle un peu de médiatrice avec mes copines, où à chaque fois on m'appelait, je faisais un peu l'avocat du diable tout le temps. Mais à partir de très jeune, du coup ? Ouais, vraiment, je me souviens en primaire, où dès qu'il y avait des conflits, des tensions, j'allais voir la copine qui était fâchée avec l'autre copine pour les rabibocher, pour discuter et expliquer les points de vue de chacune et tout. Donc ouais, ce rôle un peu de médiatrice, de vouloir aider les gens, l'avocat du diable, et beaucoup besoin de comprendre aussi les choses, de mettre un peu le bout de la pyramide au bout d'un concept, au bout d'une idée. Ouais, Une petite curieuse. ouais, effectivement. Et on t'a jamais dit du coup par rapport à ça, putain meuf, tu devrais trop être psychologue et tout machin. Et du coup, tu t'es dit bon bah peut-être, ou c'est juste toi, t'as fait bon bah let's go. Je m'en rappelle pas de ça. Ok. Je sais pas du tout. Même au contraire, on m'a plutôt reproché de tout le temps faire l'avocat du diable. Ah d'accord. Ça, c'était plus quelque chose où, ouais, on m'a dit, ouais, c'est plutôt quelque chose, ouais, qu'on m'a reproché Et finalement. t'as eu le bon réflexe de dire bah vous savez quoi, je vais gagner ma vie. Alors. Ouais. Bah du coup, ouais. Très bien joué. Est-ce que tu peux rapidement nous raconter ton parcours académique Ouais. pour Ouais. ceux et celles qui savent pas ce qu'il faut faire pour être psychologue? De toute façon, ça s'est fait assez rapidement. En vrai, j'ai fait un bac ES, mais je crois que tu peux y accéder avec n'importe quel bac. Et une licence, où tu fais 3 ans du coup de psycho. Moi, je l'ai fait à Poitiers. Et après, tu fais 2 ans de master. Et moi, ça, je l'ai fait à Angers. Et est-ce que tu as des spécialisations genre particulières Ouais, les spécialisations, c'est en fonction de ton master. Ok. Et du coup, tu choisis si tu fais psy clinicienne, psychologue plutôt dans l'aspect cognitif, ou neuropsy, ou psychologue du travail, psychologue du développement pour les enfants. Géronto aussi. Ouais, géronto. Bah du coup, moi, c'est ce que j'ai fait. T'as fait géronto ? Ouais, Ok. j'ai fait un master spécialisé dans le vieillissement normal et pathologique. Ok. Mais attends, est-ce que t'avais une sélection fin licence master ? Parce que je sais que nous, c'était ça. Ouais. Après la L3, il y avait une putain de sélection pour le master. Toi, c'était pareil aussi ? Ouais, mais en fait, moi, j'ai postulé à Tours où c'était l'inverse, où du coup, en fait, tu rentrais forcément en master 1 et c'était ensuite, en fonction de tes résultats du master 1 que tu pouvais passer en master 2. Et du coup, j'avais aussi passé les sélections pour Angers, mais j'étais sur liste d'attente. Et Angers, eux, par contre, c'est une fois que t'étais rentré dans le master 1, si t'avais tout le temps les bonnes moyennes, bah par contre, là, tu t'accédais directement au master 2 et après, t'avais le diplôme. Ok. Parce que nous, ça a changé. C'était à partir de la L3. Si tu voulais aller en master psycho, c'était à la fin de la L3 qui te sélectionnait. Ouais, Puis du coup, moi, j'ai dû être dans la transition entre les deux. Ouais. Ok. Donc géronto. Donc géronto, effectivement, au début. Et à la suite du master, t'as fait libéral, t'as été dans un... J'ai d'abord travaillé en EHPAD, mais j'ai fait un remplacement d'une psychologue qui était en congé maternité. Et du coup, qui était en congé maternité. Et du coup, j'y suis restée 6 mois à peu près, je crois, mais pendant la période Covid. Ah. Et du coup, ça m'a beaucoup formée. Mais une fois qu'elle est revenue, moi, j'ai dû partir. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une amie qui a parlé de moi à un médecin qui était dans un cabinet médical et il recherchait une psychologue. Et du coup, c'est comme ça que je suis devenue psychologue libérale. Une opportunité de dingue. Mais à Poitiers, du coup. Ouais,
Ok. Ouais. Mais t'as fait comment on appelle ça, un prolongement de diplôme Ah oui, j'ai fait une formation d'art thérapeute. Ah ouais. Effectivement, ouais. Aussi simple que ça. Formation. Oui, j'ai fait, c'est ça, une Trop bien, formation ouais. d'art thérapeute juste après. Parce que du coup, j'étais restée sur ma faim, en fait, au niveau de mon master. Et comme je voulais être un peu plus dans la clinique et voir même un peu plus de psychanalyse, ce qu'on n'avait pas trop vu, nous, en master, je me suis dit, allez, je passe par l'art-thérapie et j'ai vu qu'eux, ils formaient vraiment plus sur l'aspect clinique. Et aujourd'hui, t'as tout type de patients. T'as pas que des personnes âgées, t'as des... Ouais, de l'enfant à l'adulte. Ok. Après, là, j'ai fait un choix de redynamiser un peu ma pratique et j'arrête les enfants. Je reprends qu'à partir de 14 ans. Donc, je fais à partir de 14 ans jusqu'à l'âge adulte. Pas de limite d'âge. Ok. Ouais. Et pourquoi cette décision? Comment tu fais la question? C'est bien. C'est par avis personnel. Enfin, c'est pour... comment dire ça. En gros, je me suis retrouvée dans des situations un peu problématiques. Personnellement, par rapport à certaines situations. Et du coup, j'ai préféré, moi... Mettre des barrières. Ouais, mettre des barrières, que ce soit pour protéger professionnellement aussi, parce que je sentais qu'au niveau de ma déontologie, enfin non pas de ma déontologie, mais plutôt au niveau de mon approche, je sentais que ça me touchait trop personnellement, et du coup j'ai préféré mettre de la distance avec ça. Bah, c'est mieux pour toi et c'est mieux pour les patients aussi. Exactement, ouais, exactement. C'est quoi les qualités essentielles pour toi, pour être psy? Pour être psy, Ouais, ce serait quoi? je dirais capacité d'écoute, Ouais. quand même, mais écoute active. Où il faut vraiment écouter et entendre ce que l'autre te dit, de la bienveillance, de la tolérance. Je pense qu'il faut être assez ouvert quand même d'esprit pour accueillir ce que l'autre peut te déposer et un minimum d'empathie. Ouais. Quand même, je Oui, pense. oui. C'est important. Voilà. Est-ce que tu dois faire ça toute ta vie? Ça dépend, des fois. Quand ça se... Enfin, oui, c'est un peu réducteur de dire ça, mais quand ça se passe bien, en tout cas quand moi je me sens bien et que je sens que la relation de confiance aussi avec les patients, enfin, je sais pas, quand j'y trouve mon compte et que j'ai l'impression que mes patients aussi y trouvent leur compte, oui, je me vois faire ça toute ma vie. Après, quand les situations sont plus compliquées, quand ça m'impacte moi personnellement ou même professionnellement, je pense que je mets des barrières aussi et du coup j'ai plus de mal à me projeter à long terme. Mais sinon, globalement, oui, puis de toute façon, je sais pas quoi faire Oui, d'autre, voilà. donc, Ça, c'est une autre problématique, du coup. oui. Moi, je me demandais, est-ce qu'au début, t'as eu du mal à te sentir légitime? Oui, ouais, le syndrome d'imposteur, il est... je pense qu'il peut être présent pour beaucoup de monde, voire peut-être même tout le monde. Ouais, le syndrome d'imposteur, il était bien présent, surtout que j'étais quand même assez jeune quand j'ai commencé le libéral. Et du coup, d'accompagner des personnes où tu sens qu'ils viennent te déposer quelque chose d'important et tu sens cette responsabilité en plus sur tes épaules, c'était compliqué. Mais heureusement, ça, je peux le travailler en supervision. J'allais dire justement, du coup, c'était ma question d'après, comment t'as fait pour gérer ce syndrome-là, justement, et finir par te sentir légitime dans ce que tu fais? Ouais, je l'ai travaillé du coup en thérapie. Ok. J'ai fait une thérapie moi déjà perso avant d'être psychologue et après on appelle ça la supervision, quand un psy va voir un autre psy pour parler de son approche et pour parler de ses suivis et de ses séances. Et du coup le syndrome d'imposteur, je l'ai travaillé en supervision, ça typiquement. Et du coup, toi, tu penses que c'est important, c'est même obligatoire pour un psy d'aller voir un psy lui-même? Je crois pas que ce soit obligatoire, mais moi à mon sens c'est essentiel. Ok. Ouais. Vraiment essentiel, parce que déjà faut que pour moi tu travailles tes propres problématiques avant de travailler celles des autres ou avec les autres en tout cas, et en plus je sais pas, je trouve que ça te met à la place aussi du patient. Du coup toi-même tu sais ce que tu peux éprouver en fait de devoir te confier à quelqu'un que tu connais pas. Est-ce que t'as le feeling? Pas le feeling. Ouais, j'avais bien, après c'est encore une fois, j'avais besoin de mettre le haut de la pyramide quoi. J'ai besoin de tester les trucs et de comprendre aussi les mécanismes et les processus qu'il y a derrière, donc j'avais besoin de le vivre. Je trouvais ça un peu hypocrite de demander à mon patient de le faire, de savoir le faire, et que moi je le teste pas. Ok. Quand tu dis problématique, genre gérer tes problématiques, c'est pas forcément des... Enfin, sans vouloir faire ta psychanalyse ici avec nous, mais genre je veux dire, c'est pas... on n'est pas obligé d'avoir des gros problèmes ou des grosses problématiques dans notre vie pour aller voir un psy. Ah oui, Alors, non, pas du tout. ouais. Oui, non, tu peux aller voir un psy pour plein de raisons différentes, même si ça va bien dans ta vie. Tu peux aller voir un psy pour moi, parce que c'est tellement, je sais pas, enrichissant. T'en apprends tellement sur toi-même, sur ton fonctionnement, sur tes propres émotions, mais aussi celles des autres, ou le fonctionnement des autres. Et du coup, ça peut que te servir à soit mieux te comprendre toi, soit mieux comprendre les autres, ton environnement. Tu peux en apprendre
genre aussi sur les relations sociales. Enfin, c'est tellement vaste, c'est tellement riche que... Non. Tu peux y aller pour des problématiques effectivement spécifiques ou juste, en plus, pour discuter avec quelqu'un ou décharger dans un espace neutre parce que c'est trop difficile aussi de te confier à tes proches ou t'as pas envie de le faire parce que tu sais que ça peut avoir un impact. Ou... Là, c'est vraiment un espace pour toi. C'est vraiment, tu prends soin de toi pour moi. Donc, tu peux le faire partout et tu peux le faire avec un psy. Et c'est ma pote, là, j'en ai déjà parlé de son podcast qui s'appelle Pacifique, où à un moment dedans, elle dit justement, elle parlait de son expérience d'aller voir un psy, etc. Elle dit, mais même pour se faire du bien, c'est bien d'aller voir un psy. Genre, par exemple, pour se faire du bien, tu vas aller te faire masser, nanana. Exactement. Et bah, voir un psy, ça peut être aussi pour que du positif, quoi. Bah, pour la petite anecdote, moi, avant d'aller voir un psy pour la première fois, j'ai vraiment l'impression d'avoir une voix de... Ici Kenzo aujourd'hui. Non, ça passe bien en tout cas, nous. Ça va, t'inquiète. Bah voilà. En tout cas, la première fois que je suis allée voir un psy ou une psychologue, je culpabilisais de ouf. Genre, je me disais, mais moi, j'ai pas de gros problèmes dans ma vie, j'ai pas un truc oui, je me souviens, on en a parlé même. Tu m'avais dit, mais j'ai peur de déranger, de prendre la place de quelqu'un d'autre. Je peux comprendre je prends le créneau de quelqu'un qui a peut-être plus besoin que moi et qui est peut-être plus dans une situation critique que moi, alors que moi, j'y vais genre juste en mode... Moi, tu vois, on m'a dit que ça faisait du bien, donc j'y vais, tu vois. Et je me souviens, je t'avais appelé Lise, mais genre juste avant le rendez-vous, j'étais dans la salle d'attente avec le téléphone en mode est-ce que je m'en vais ou pas? Et toi, non, maintenant t'es là, tu restes. Oui, t'as pris rendez-vous, faut que tu y ailles. Faut que tu tentes. Et puis, c'est important de tenter aussi parce que, et ça, je tiens à le préciser, c'est que il faut vraiment avoir le feeling avec son thérapeute. C'est hyper important. Si tu le sens pas, si tu te sens pas à l'aise, si t'as l'impression d'être jugé, si t'arrives pas à parler parce que c'est la personne qui est en face de toi, culpabilise pas, on est tous différents, on a tous des personnalités différentes et c'est pareil pour les psys. On a tous et toutes des approches différentes, une personnalité différente. Il y en a, ton psy, tu vas pouvoir le tutoyer, il y en a non. D'autres, tu vas pouvoir même boire un café avec eux pendant la thérapie et c'est ok. Faut voir vraiment ce qui te correspond le plus. Et tu peux en tester plusieurs avant. Ça veut pas dire que la thérapie, c'est pas fait pour toi. C'est juste que la personne qui était en face d'elle, malgré elle et malgré toi, bah ça matchait pas. Mais tu vois, ça peut être décourageant, ça, je pense. Parce que déjà, pour certains, la démarche d'aller voir un psychologue, c'est compliqué. Et une fois que t'es au rendez-vous, tu dis putain, ça matche pas du tout avec cette personne, bah faut que tu retentes cette démarche pour potentiellement être pas... que ça rematche pas, c'est clair. Et du coup, ça peut être décourageant pour certains. Parce que ça peut faire peur, parce que c'est vrai que tu connais pas la personne non plus que tu vas rencontrer. Et effectivement, je trouve que ça demande beaucoup de courage. Et puis c'est pas si facile d'avoir un rendez-vous rapidement. Non, pas toujours. Et pourtant, enfin, pour le coup, pour me retourner à ma petite anecdote là, mon premier rendez-vous chez la psy, je sais même pas vraiment pourquoi. Si, je sais. Je mens. Allez. Je sais pourquoi, mais la première séance, je l'ai passée à pleurer. Et genre, à la fin de genre, au bout d'un moment, au bout de 45 minutes, la dame, elle m'a dit, bon, bah, est-ce que vous avez envie de reprendre rendez-vous? Et genre, moi, je t'en oui. Et genre, vraiment, enfin, je me suis dit, mais la pauvre dame, quoi. Genre, j'ai juste pleuré pendant 45 minutes. Et en plus, à la base, tu disais, oh, je prends la place de quelqu'un, j'ai pas forcément besoin. Alors. Mais oui. Et au final, en plus, c'est que, enfin, tout le monde, papa, maman, ça va. Je vous rassure. Ça va. Non, mais c'était une prof qui m'avait fait remonter des émotions et ça m'avait beaucoup remué. Et au final, j'ai fait toute une thérapie avec cette dame qui a été super. Et jusqu'au jour où j'ai senti que j'avais plus envie... T'en ressentais plus besoin? Non, pire. Plus envie de voir cette personne. Pire. J'avais pas envie de la décevoir. Oh non. Ah, et du coup, là, ça devient plus ma thérapeute en fait. Ça devient juste une dame que j'apprécie beaucoup et que du coup, j'ai pas envie de décevoir. Et donc, du coup, j'ose plus trop dire tout ce que je pense. Parce que j'ai envie qu'elle m'aime bien. Oui, d'accord. Et donc, du coup, c'est là où j'ai mis fin à notre moment à deux, malheureusement, parce que j'adorais cette dame. Mais ça arrive souvent. Ça peut arriver, effectivement. T'as même parfois des patients où ils te racontent que l'aspect un peu beau, acceptable de leurs problématiques, parce que tu peux avoir de la honte, ça peut être une protection, ça peut être effectivement parce que tu prêtes des attentions à ton thérapeute aussi, t'as pas envie de le décevoir, t'as pas envie de... Parfois même, tu vois, moi, il y en a qui me disent « Oh, ça doit être dur quand même d'entendre toute la journée des gens se plaindre ou vous apporter leur fardeau. » Et du coup, tu peux te poser la question « Ok, est-ce que cette personne-là, elle serait pas en train de diminuer aussi éventuellement son ressenti pour pas t'infliger encore plus ?» Et après, t'en as même comme toi aussi, dans la logique de pas vouloir prendre une place à quelqu'un d'autre. T'en as qui me disent « Mais moi, ça va mieux, mais j'ai peur de plus pouvoir venir en séance parce que ça va mieux. » Ah oui. Et que du coup, parce qu'ils vont mieux, je dois leur dire le suivi est terminé, la thérapie est terminée. Mais non,
Enfin... Elle est terminée quand ils sont prêts à ce que ça soit terminé. Ouais, en tout cas, moi, c'est mon approche, c'est quand eux le n'en patient ressentent plus le besoin. On peut arrêter là que... Ouais, effectivement, je les suis. Et même si moi, je sens qu'il y a encore éventuellement des choses à travailler, si eux n'en ressentent plus le besoin, ou sont pas prêts, ou n'ont pas envie, ok, parce que c'est ton espace à toi, et du coup, c'est... Enfin, moi, je suis à ton service, je suis à ton écoute, je te forcerai en rien, quoi. Et est-ce que t'as des patients, genre, qui juste ne reviennent pas, que tu suis, et que... Oui, qui du jour au lendemain, par exemple, ne reviennent plus. Ouais. Ils te ghostent, quoi. Ah oui, ça arrive. Les no-show aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est les rendez-vous où ils prennent rendez-vous et en fait, ils viennent pas, et tu les appelles, et puis tu leur dis, on avait rendez-vous aujourd'hui. Alors, soit t'en as qui ont oublié, soit t'en as qui ont trouvé une excuse, vraie ou pas vraie, peu importe, et t'en as qui ne te répondent plus jamais, et tu les revois plus. Wow. Et toi, tu réagis comment face à ça? Moi, ça me questionne, dans le sens où, déjà, j'espère qu'ils vont bien. Ouais, je sais pas comment le dire autrement, mais ça me questionne, je me pose plein de questions, en fait. Est-ce que c'est par rapport à moi? Du coup, souvent, je me refais la dernière séance ou les séances qu'on a faites ensemble pour savoir si, en fait, éventuellement, est-ce que j'ai dit quelque chose de déplacé? Est-ce que j'étais en dehors de la problématique de la personne, du coup, je répondais pas, en fait, à son besoin, du coup, il avait plus besoin de me voir? Est-ce qu'au contraire, j'ai touché quelque chose dans sa problématique qui était peut-être pas prêt à être entendu ou à être reçu, et du coup, ça fait partir la personne éventuellement. Est-ce que la personne a eu un accident? Est-ce que après mon message, la personne a voulu me répondre mais a oublié, et du coup après en fait il n'y avait pas eu besoin de reprendre rendez-vous? Et du coup tu les contactes? J'ose pas, non, j'ose pas, parce que je sais pas déjà si moi, si je répondais pas à mon thérapeute, si j'apprécierais que le thérapeute revienne à la charge et insiste. J'ose pas dans le sens où, tu sais, c'est comme quand tu rentres dans un magasin et que tu veux chercher un truc et que t'as la serveuse, ou la serveuse, c'est pas une serveuse, c'est la vendeuse. Le mec qui peut boire un coup tout le temps, c'est parce qu'on a bu un coup avant, 3 ans. Mais oui, où t'as la vendeuse qui vient et qui te... Alors, t'as la vendeuse sympa qui te dit, n'hésitez pas, je suis là si vous avez besoin. Donc du coup, ça c'est cool. Mais en fait, j'ai l'impression de faire ça. Du coup, un peu en rapport, c'est j'envoie un message où j'appelle pour leur dire, n'hésitez pas si vous voulez qu'on se recontacte. Je suis là. Mais je fais pas la vendeuse qui revient à la charge après. Tu vois. Parce que aussi, c'est un service, certes, mais du coup, c'est quand même un service payant, ce que je propose. Et j'ai pas envie qu'il y ait l'interprétation derrière, tu vois, je veux mon argent ou revenez parce que vous me payez. En fait, j'ai ce rapport-là qui fait, je pense, effectivement, que j'ose pas les rappeler. Et pour moi aussi, c'est leur thérapie à eux. Et du coup, s'ils veulent prendre le temps ou l'énergie ou l'argent, effectivement, de faire une thérapie, c'est plutôt à eux de revenir vers moi. Oui, que ça vienne d'eux. Et... Ça vienne d'eux. Ou après, ça se trouve, c'est parce que c'est moi qui leur convenais plus à ce moment-là. Et donc, du coup, ils vont voir quelqu'un d'autre. Ce qui est aussi acceptable. Et du coup, ça peut être délicat. Je sais pas, moi, là, ça fait 2 fois que je suis allée voir un psy. Je l'ai toujours pas recontacté, ça fait 2 mois. Je pense que je devrais lui envoyer un petit message, mais j'ai pas son numéro. Donc ça va être compliqué. Mais je me souviens qu'effectivement, oui, on en avait parlé de ça, où je t'avais dit, si, même moi, par exemple, si ça fait 4 mois que j'ai pas vu quelqu'un, ou même 1 an ou 2 ans, rien que la personne me dise juste, m'envoie un message, au moins je me poserai plus la question, est-ce qu'elle a eu un accident ou pas? Est-ce que, tu vois? D'accord. Oui, c'est ok, tout à fait ok. En plus, en tant que psy, tu le sais qu'il faut qu'il y ait une fin de toute façon à la thérapie. Et en plus, je trouve c'est important de poser les mots, de se dire au revoir, ou éventuellement de faire un bilan entre la première fois que je suis venue et la dernière fois. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que j'ai senti une évolution? Si oui, non. Mais pas dans l'attente du thérapeute, parce que souvent j'entends ça. C'est oui, vous m'avez aidé à faire ci ou à faire ça. Enfin, c'est gentil, c'est flatteur, mais c'est pas ce que j'attends moi. C'est vraiment plus perso. Est-ce que vous avez senti une évolution? Si oui, non. Les questions qui ont été posées, est-ce qu'elles vous ont fait réfléchir? Pas de savoir est-ce que c'était pertinent en gros mon travail, mais plus vous, qu'est-ce que ça vous a fait, quoi. Et ça m'a fait me demander aussi, est-ce que t'as déjà côtoyé, soit en termes de vraiment patiente psychologue ou en termes juste de tes collègues de travail, un mauvais psy? Je sais pas. Mauvais psy, je sais pas, en tout cas je l'ai pas senti, mais c'était quand je devais faire un stage en EHPAD et j'ai eu un entretien, un enfer, non mais vraiment un enfer sur terre. Le psy m'a accueilli avec sa stagiaire et en fait il parlait de moi avec sa stagiaire sans s'adresser à moi, en parlant de moi à la 3e personne, avec mon CV et ma lettre de motivation, et à dire à sa stagiaire est-ce que tu penses que celle-là elle va m'apporter quelque chose, est-ce que
tu penses que moi je vais pouvoir lui apporter quelque chose? C'est une mauvaise personne, surtout. Ouais. Et du coup, personnage. Alors je pense que c'était un test en vrai, parce que au bout d'une demi-heure, je crois, 20 minutes ou un quart d'heure, enfin je sais plus, mais ça m'a paru très long, donc je dirais une demi-heure, où je dis mais excusez-moi, en fait je suis là, et je lève la main comme ça devant eux pour leur dire mais je suis présente, et ils se retournent vers moi, parce que oui, il était de 3/4, enfin vraiment, c'était en mode entretien entre deux, alors que moi j'étais en face et j'attendais quoi, alors qu'on parlait de moi. Êtes la plante verte. Non mais vraiment, non mais très clairement, ouais. Et puis en plus une plante verte vraiment mal à l'aise. Tu vois. Parce qu'à l'époque, je sais pas, je devais avoir, j'étais en licence ou en master, donc ouais, j'avais 20 ans, autour de la vingtaine quoi, et vraiment pas à l'aise du tout. Donc j'ai quand même pris mon courage à deux mains et je dis excusez-moi, je suis là, on peut peut-être parler ensemble en fait. Et il m'a dit enfin. Ok. Donc là je me suis dit ok déjà coup de stress en plus, malaise clairement. En plus. Et après à la fin de l'entretien, il m'a dit moi ce que j'apprécie avec mes stagiaires, c'est de pouvoir les détruire ou déconstruire. Je sais plus le mot qu'il a employé. J'espère que c'est Pour déconstruire. pouvoir les reconstruire derrière à ma façon. Oui mais non, tu façonnes pas quelqu'un qui est tu façonnes pas quelqu'un. Non. Et du coup en fait il était vraiment dans une toute puissance. Oui en fait vraiment tu vois ce psy qui est toute puissante, j'ai la parole, j'ai la science infuse, c'est moi qui sais, qui se positionne tu sais en savoir. C'était un homme. Je rigole. Comme par hasard. Mais oui, ouais, mais ça existe, hein. Et c'est ça qu'il faut. Enfin, je dirais oui. C'est pour ça que si tu le sens pas, tu le sens pas. Et vraiment, en plus, avec un ou une psy qui exerce une toute puissance ou une certaine autorité sur toi en tant que patient, ne reste pas. Non, fuyons. Bah oui, enfin pour moi, c'est plus un échange en fait que tu dois avoir avec la personne. Et si t'es pas d'accord avec ton psy, t'as le droit de pas être d'accord avec ton psy. C'est que ce qu'il ou elle te raconte, ça ne te convient pas ou ça ne te parle pas. Et le psy ou la psy n'a pas à insister et à te faire changer d'avis en fait, ou si tu ne le souhaites pas en tout cas. Donc ouais non, un psy toute puissance comme ça c'est dangereux même. Ouais, je trouve ça effectivement dangereux. Sinon et tu as fait le stage avec lui du coup? Ah non, du coup j'ai refusé. non, en plus il m'a fait languir, c'est comme ça qu'on dit, il m'a fait languir en me disant bon du coup je sais pas si ton profil correspond, je sais pas si je vais pouvoir t'apprendre quelque chose, je te rappelle plus tard. Mais même son excuse est à chier quoi. Mais il se la joue de ouf. Ouais, il se la jouait de ouf. Et du coup, en plus, après, il me rappelle 10 minutes plus tard, j'étais sur la route, je me suis arrêtée sur le bas-côté et il m'a dit, bon, bah finalement, je vais te prendre en stage. Et j'ai dit non, au vu de l'entretien, j'ai pas envie, merci, au revoir. Bien. Et j'ai raccroché. Oh, ça a dû faire mal à son ego, à celui-là. Ouais. Bah, du coup, ouais, j'étais pas peu fière. Parce que pourtant, dire non, c'est pas trop mon truc, mais. Dans la première réaction, j'ai dit, putain, la chance de savoir dire genre, oh non, bah je suis désolée, mais te foutre en fait. Non, mais parce que là, j'étais. Désolée, Manuel. Non, c'est que là, j'étais sous le choc aussi, mais de vénère et téléphone. C'est beaucoup plus facile de dire non à quelqu'un quand t'es par téléphone et qu'en plus t'es vénère. Là, là, je suis capable de dire les choses. Sinon, pas trop. Puisqu'on est un peu dans l'émotion, là, justement, comment tu gères émotionnellement ton taf? Comment tu mets à distance? Comment tu dissocies? Parce que, au-delà du métier, c'est quand même deux humains en interaction, donc il y a forcément des choses, tu vois, qui à gérer, sont de l'ordre de l'affect ou... Du coup, ça paraît, ça dépend des fois et ça dépend aussi des techniques qui peuvent fonctionner sur toi ou que t'as sous le coude en gros, parce que avant de trouver cette technique de distanciation émotionnelle, je me prenais de pleine face l'émotion de mon patient et en même temps après j'ai ce rapport avec les émotions où ça me dérange pas en fait de ressentir quelque chose ou même de pouvoir avoir la larme à l'œil parce que ce que me raconte mon patient c'est dur ou ça me touche. Ça humanise aussi, donc ça peut être réconfortant pour un patient. Ouais, je trouve ça je trouve ça froid que par exemple quelqu'un te raconte quelque chose qui est hyper dur ou qui se mette à pleurer et que toi tu sois là juste en tant que professionnel, froid, pas d'émotion. Donc moi ça me dérange pas que ça puisse me toucher. Ça dépend des approches, c'est-à-dire que ça doit être rassurant. Oui, mais c'est pour ça, enfin ça dépend de la relation que tu veux instaurer avec ton patient, mais il y a des patients que ça doit vachement rassurer. Enfin, je pense que moi tu vois, c'est un truc qui me rassurait et d'autres qui préféreraient sûrement avoir quelqu'un de plus stoïque et se dire que bah du coup
c'est plus professionnel, ce qui est pas forcément vrai, mais ce qui peut être une image donnée. Donc, en tout cas, toi, c'est l'approche que t'as avec tes patients. Enfin, avec certains de mes patients, je dirais que après, c'est ce qu'on m'a dit, mais que j'avais une approche assez intuitive. En fait, je fais beaucoup en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être dans l'humour, je rigole avec mon patient. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être beaucoup plus froid, ou vraiment là, on sent la distance, où on se vouvoie, et j'apporte surtout de la théorie ou mon regard, donc ça oui. Après, du coup, pour revenir à ce que, enfin, comment je fais émotionnellement, ou est-ce que ça m'impacte, j'ai emprunté une technique de la PNL pour programmation ça, c'est un groupe linguistique. Qu'est-ce qu'ils foutent là Parce que, pourquoi ça m'a fait réagir? Ah oui, non, là, moi, j'étais psycho, tu vois. Oui, non, la PNL, programmation neurolinguistique. J'imagine juste leur deux têtes. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent là? Je savais pas qu'ils étaient psychologues. Non, en fait, c'est la programmation neurolinguistique. C'est moi, en tout cas, je l'utilise pour une dissociation émotionnelle où j'utilise mes doigts de la main droite. Donc, ça va stimuler l'hémisphère gauche de mon cerveau, qui est plutôt dans l'aspect logique, calcul, raisonnement, plutôt que la partie de droite, donc l'hémisphère droite de mon cerveau, qui est plutôt émotion, imaginaire, créativité, machin. Et donc, du coup, en écoutant le discours d'un de mes patients, que je sens que potentiellement, émotionnellement, ça peut m'atteindre, du coup, je fais cette technique un peu sous le bureau, et comme ça me permet de me centrer principalement sur son discours, et moi, ça me protège émotionnellement. Ok, putain, pas mal. Est-ce que ça peut être genre utilisé aussi comme technique anti-stress? Oui, bien sûr. En vrai, let's go, ça part. mais pour moi, toute la journée. En vrai, je vous la conseille. Il faut faire l'aller-retour en fait avec tes 4 autres doigts, parce qu'il faut que ton index, ton majeur, ton annulaire et ton auriculaire, ils rejoignent chacun leur tour le pouce. Donc tu fais d'abord index et pouce, majeur et pouce, annulaire et pouce, auriculaire et pouce, et après tu fais l'inverse. Auriculaire et pouce, annulaire et pouce, majeur et pouce, index et pouce. Et tu le fais tant que t'en as besoin. Alors, index, majeur, auriculaire. Non. Annulaire. Alors, on fait index, majeur, annulaire, auriculaire. Auriculaire 2 fois, du coup. Oui, c'est le retour. Et après, le retour. Et okay, du coup, et après, tu peux accentuer encore plus en mettant une phrase à chaque doigt. Donc, tu vois, par exemple, sur ton index, tu vas dire je me sens angoissée. Sur ton majeur, mais j'ai envie de me déstresser, j'ai envie d'aller mieux. Enfin, non, là, c'est un peu trop... non. Non. Non, c'est pas. Non, non, faut que tu mettes une phrase à chaque doigt pour que ça stimule encore plus l'aspect langage, l'aspect sémantique. Donc après, tu choisis les phrases que tu veux, mais je me sens en insécurité, j'ai envie d'aller mieux, respire, ça va aller. Et après, tu fais l'inverse. Ça va aller. Respire. J'ai envie d'aller mieux. Voilà. Vas-y, j'essaye. Après, pour moi, faut quand même. Pardon, j'ai oublié. Nos auditeurs tout court. Excuse-moi. Ça surprend. Je m'entends pas en plus, j'ai bougé. Ah bah frérot, mets le casque. Pardon. Et oui, quand même, dans ces phrases-là, pour moi, il faut que tu arrives, si c'est possible, à citer quand même l'émotion que tu ressens. Dans le sens où, mais ça c'est mon approche, c'est ma vision des choses, mais pour moi, il faut quand même citer l'émotion si tu fais les phrases avec tes doigts, parce que après je suis biaisée, enfin ça fait partie de mon approche à moi, mais pour moi, les émotions, il faut vraiment les interpréter comme le facteur qui vient te délivrer un colis, en gros. Et le colis, c'est l'émotion. Donc, le facteur, il vient te déposer le colis, tu dis, ok, c'est de la tristesse, et parce que t'as récupérer le colis, du coup, il va pas t'exploser à la gueule. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Il n'y a pas de surprise. Ouais, en gros, plus tu vas... Enfin, c'est comme si tu fermais la porte au facteur, mais le facteur, il sait que t'es là parce qu'il te voit derrière la porte, et tu lui dis pas, non, je récupère pas le colis, ou je suis occupée, ou j'en sais rien, tu vois comment utiliser cette métaphore, mais en gros, le facteur, il va... Je sais pas où je sais pas où, mais plus ici. Moi, je t'entends dire, alors comment je vais l'animer? Parce que ça, c'est c'était les doigts, je me suis dit, va t'amuser à animer ça. Ah oui, c'est vrai. Non,
mais en plus, cette métaphore de facteur, à chaque fois je l'utilise avec mes patients, mais va savoir là pourquoi j'arrive pas à la sortir. Mais oui, l'émotion pour moi c'est vraiment comme le facteur qui vient te délivrer un colis. En fait, l'émotion c'est le colis. Ouais. Et le facteur, du coup, ça va être un peu les symptômes liés à ton émotion. Donc si le facteur, il vient te déposer un colis, il sait que t'es chez toi, il te voit derrière la porte, si tu lui réponds pas, il va sonner plusieurs fois. Et après, si ton portail est ouvert, du coup il va rentrer chez toi, il va venir frapper à ta porte. Donc, dans le sens intrusif. Ouais, ça va être encore plus intense, encore plus présent, ce qui pourrait même créer des crises d'angoisse si tu gardes la porte fermée en fait. Oui, il revient le jour d'après, et du coup en fait tu vas te sentir harcelé, tu vas te sentir étouffé par tes symptômes, le facteur. Voilà, exactement. Alors que si tu prends l'émotion, t'as pris le colis, c'est bon, après le facteur il a plus besoin de revenir entre guillemets, et voilà, tu peux ouvrir le colis et tu dis bah oui, je ressens de la tristesse et de la tristesse. Ok. Et ensuite ça va passer, faut traverser quand même l'émotion aussi, mais ça va être moins dans le forcing, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que pour moi, si tu utilises cette technique de la PNL et que tu as envie d'y mettre des phrases, viens citer l'émotion que tu ressens ou les sensations. Mais oui, ok, je connaissais pas du tout, par contre c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Et après là c'était les techniques comme ça, mais t'en as plein. En vrai, tu peux décharger en pleurant, moi ce que j'aime beaucoup c'est décharger avec la musique, sans forcément danser ou quoi. Mais tu m'avais proposé une série Netflix, Dead to Me. Oui. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, elle est bien. Et la nana qui vit son deuil parce que son mari est décédé. En fait, elle écoute de la musique ultra vénère parce que elle-même n'arrive pas à crier ou à exprimer en fait ce qu'elle peut ressentir. Et c'est la musique qui fait le médiateur en fait, qui va exprimer en gros ce qu'elle peut ressentir ou la rage qu'elle a à l'intérieur d'elle. Et ça, je trouve que l'utiliser en tant que médium, c'est vraiment... Lise dans la voiture quand on rentre chez elle tous les soirs, du métal à fond. Et ouais, mais ça dépend, tu vois. Là, en ce moment, je suis plus dans des sons où je peux chanter à tue-tête. Où vraiment, et je chante et je me lâche, et puis limite je danse. Mais ça dépend des fois. En fait, en vrai. Oui. C'est vraiment un outil de décharge. Un outil de décharge, ouais, exactement. Après, t'as le shaking aussi, là, la thérapie shaking, ça, on en entend de plus en plus parler, mais je sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, tu secoues ton corps, comme ton corps, il a besoin d'être secoué. Enfin, en gros, c'est comme si tu dansais. Ah ouais, il a besoin d'être secoué. Mais Gabi, attends, que ça. Allez, secouer le corps de Gabi. Non, mais tu sais, dans le sens... Si vous voulez aider Gabi à secouer son corps... Je suis obligée, moi, quand on me tend des perches comme ça, moi, je suis obligée. Non, mais en vrai, ça surprend à chaque fois mes patients, quand je leur en parle, ils se disent attends, mais comment ça, il faut shaker son corps, quoi. Mais t'es comme quand tu tends ton bras et tu balances ta main comme ça, elle fait n'importe quoi. Et ben en fait, là, en gros, c'est que tu fais tout avec ton corps et ça permet de décharger émotionnellement les résidus qui sont dans ton corps. C'est corporel, du coup, t'as pas besoin de parler, t'as pas besoin de réfléchir. C'est bien. Tu shakes comme ton corps a besoin et le temps qu'il a besoin de... Faut voir les 4 andouilles là autour du micro qui arrêtent pas de shaker leurs membres juste pour tester le truc. Ah ouais, faut se secouer. Et on est toutes là à secouer les bras. Moi je pense à quand mon mec il va rentrer et que je serai en train de me shake. Tu fais quoi? Je décharge le stress. Mais en vrai c'est super efficace. Franchement ça fonctionne. Franchement je vais le faire. Et en plus après, en vrai, peu importe ton moyen de décharger ou de te protéger des émotions des autres ou ton corps et ton esprit, pour moi ils ont les réponses, faut les écouter. Un peu pareil avec le facteur, quoi. Écoute le message qu'il a à te délivrer et des fois tu sauras pas pourquoi tu réagis comme ça, mais c'est tout simplement parce que t'en avais besoin. T'as aussi la technique, mais ça c'est un peu c'est pas les hypnotiseurs, mais plutôt les énergéticiens où ils se frottent en fait le corps comme s'ils se lavaient, comme s'ils enlevaient les mauvaises ondes. Ça je sais que parfois je le fais aussi. Enfin en fait, une fois que t'as un panel de solutions, il faut juste trouver les outils qui te correspondent pour que ça fonctionne. Et puis tu vois en fonction du moment ce qui te convient, ce qui te donne envie, ce qui résonne en toi. Mais oui, je dirais faut avoir quand même sa trousse à outils, quoi. Et on n'a pas dit, mais ça fait combien de temps que t'es psy du coup? Ben ça fait 6 ans, mais bientôt 5 ans en libéral. Et est-ce que du coup t'as vu une évolution des pathologies? Enfin, est-ce que t'as vu qu'il y a eu un tremplin d'une pathologie en question parce que la prise de parole, etc. ou pas? Ouais, ce qui m'est venu en premier c'est la dépression, ou beaucoup surtout chez les plus jeunes, que ce soit même chez les enfants ou chez les ados. Est-ce pas post-Covid genre? Plus. Ouais, si. Après, les ados le mettent plus en lien avec le Covid. Ouais. Les enfants
un peu moins, peut-être que c'est moins conscientisé aussi, je sais pas. Et en fait, c'était pas tout de suite après le Covid que les personnes en ont parlé, c'est genre 1 an ou 2 ans après. Ouais, mais parce que ça a commencé aussi. Moi, j'ai l'impression que les gens, ils se renferment. Genre, ils ont un peu peur de l'étranger ou de ce qu'ils connaissent pas, de ce qu'ils maîtrisent pas. Alors, est-ce que c'est parce que moi, je m'y intéresse, donc du coup, j'ai l'impression que de plus en plus de personnes le sont, ou est-ce que c'est vraiment une évolution? Je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de... les gens sont de mieux en mieux, on va dire, chez eux, pas trop au contact des autres, faut surtout pas être... Enfin, tu vois, genre, un peu ce truc de peur de... Peur de l'autre? Ouais, et de montrer qui on est, de montrer nos émotions. En même temps, par les réseaux sociaux, il y a beaucoup de moqueries aussi, il y a beaucoup de jugements aussi, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que t'es, on va venir le critiquer. Après, peut-être aussi post-Covid, tu vois, on a appris aussi à avoir peur, quelque part, de se dire bonjour, de se toucher, de se parler, de se voir. Donc est-ce que inconsciemment, ça a pas pu aussi créer quelque chose comme ça? Après, moi, ce qui ressort beaucoup en séance, c'est qu'on sent qu'il y a une agressivité, une violence les uns envers les autres, qui est de plus en plus présente, et du coup, peut-être même un peu plus banalisée qu'avant. Et pourtant, on fait tout le travail inverse, justement, avec le harcèlement. Typiquement, aussi, tu disais des pathologies et autres, mais c'est peut-être pas pathologie, là, c'est plus sujet, du coup, qui ressort souvent, comme les agressions sexuelles, typiquement, ça ressort aussi beaucoup. Ouais, ce fait de se replier sur soi, je pense que je peux l'observer, à y réfléchir, mais c'est peut-être pas ce qui ressort le plus. Mais c'est intéressant, oui, que tu te poses la question, je me poserai la question aussi. Je ferai attention à ça. Enfin, je dis ça parce que, notamment quand on travaillait au lycée, ou moi avant au collège, ou même en primaire, en maternelle, enfin pas en maternelle, j'abuse, grave, mais en primaire, collège et lycée, je trouve que les jeunes, enfin les plus jeunes que nous, sont beaucoup dans le faut pas que je montre mes émotions, faut pas que je me laisse atteindre émotionnellement parlant, rien ne m'atteint, personne ne m'atteint, toi, enfin plus dans le paraître. Si la meilleure copine par exemple, elle te dit bah toi je te parle plus, bah t'es en mode moi je m'en fous et tout, alors qu'en réalité elle est brisée en deux, mais faut surtout pas le montrer. Ce serait un aveu de faiblesse, quoi. Voilà. J'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas aujourd'hui. J'ai pas l'impression en tout cas de moi avoir fonctionné comme ça quand j'étais moi-même au collège ou au lycée, ou même en primaire. J'ai l'impression que si j'avais justement besoin de pleurer dans la cour d'école, je pleurais dans la cour d'école et il y avait pas de problème. Enfin, tu vois, j'avais des copines et tout qui me soutenaient aussi là-dedans. Là, j'ai l'impression que c'est plus genre telle personne elle est atteinte parce que sa meilleure copine elle lui parle plus. Ah, regardez là, elle est toute seule. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait écho à des adolescentes, principalement adolescentes, qui m'ont raconté que quand elles ont pleuré au collège, on leur a posé l'étiquette qu'elles étaient dépressives. Juste parce qu'elles ont pleuré. Voilà. Et en fait, c'est normal de pleurer, et on devrait pas en plus poser un diagnostic aussi fort. Mais parce que tout est déformé. Enfin, tu utilises des termes, tu sais pas ce que ça veut dire. Comme là, les lycéens, ils arrêtaient pas de dire t'es aigri aujourd'hui, mais purée. Ils savent pas la vraie définition des termes à chaque fois, donc c'est ça aussi. Ils se rendent pas compte. Comme l'insulte mais t'es bipolaire toi en fait. Ou t'es trisomique. Ou t'es trisomique. Je suis en DEP. Ou t'es autiste. Je suis en DEP. Mais après, j'entends, je pense que même moi, je me souviens d'une fois où j'avais une de mes profs qui m'avait reprise parce que j'avais dit oui, mais c'était une petite dépression ou une petite déprime. Et elle m'avait dit, mais ça veut dire quoi? Et je m'étais posé la question, alors que même moi, j'étais dans les études de psycho, et du coup, tu vois, les raccourcis sont rapides, quoi. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup d'infos en un épisode, mais comme on n'a pas fini, il y en aura un deuxième, vous inquiétez pas. Avec plaisir. Merci beaucoup, Lise, en tout cas, d'être venue. C'était trop chouette. Merci à vous. Et pour vos questions, elles étaient chouettes aussi. Trop bien. On n'a pas fini, mais allons-y pour le deuxième épisode, y a pas de souci. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et bisouilles.